Bien, chers collègues, bonjour. Je vous remercie d'avoir fait ce déplacement pour cette 4e édition des Vivaldi. J'aurai l'occasion de revenir pour vous présenter un petit peu le programme de ces 3 jours. Mais tout de suite, je passe la parole au président de l'université, Pascal Safache, qui nous a fait l'honneur d'ouvrir ce séminaire. Merci beaucoup, Philippe Hunel. Bon, chers collègues, tout d'abord, je tiens à m'excuser parce que je ne pourrai pas rester avec vous très longtemps parce qu'après, j'ai un certain nombre d'autres obligations. Néanmoins, j'ai tenu à être présent aujourd'hui. Bien, chers collègues, c'est avec donc un grand plaisir que je me retrouve aujourd'hui parmi vous pour l'ouverture donc de cette session Vivaldi. Cette session est consacrée à la pédagogie universitaire via le numérique. C'est un débat en fait passionnant qui pose la question des compétences professionnelles nécessaires à l'enseignement, mais qui interroge aussi notre capacité à appréhender l'importance du numérique dans nos vies. Je pense à cela car la semaine dernière, le blog Ars Technica nous apprenait que l'entreprise Google avait mis en place un projet visant à surveiller l'ensemble des activités en ligne des internautes, à la fois sur leurs ordinateurs, mais plus globalement sur l'ensemble de leurs appareils connectés, comme les téléphones, les tablettes, l'objectif étant de créer une base de données non seulement des comportements des internautes, mais aussi de leur vie en général, puisque les deux sont de plus en plus imbriqués. Cet événement, qui peut sembler anodin, est représentatif de ce que l'on appelle aujourd'hui les big data, c'est-à-dire des ensembles de données tellement gigantesques qu'ils nécessitent de nouveaux outils techniques et scientifiques pour les appréhender. Nous sommes en effet via Internet dans un tel déluge de données que des questions profondes se posent à la fois sur leur collecte, leurs interprétations, les analyses. Et nos moyens en tant qu'universitaires, nos ressources techniques et informatiques en matière de traitement sont-elles suffisantes pour l'analyse de ce type de données? Il est clair aujourd'hui qu'il faut une puissance de calcul bien supérieure à celle d'une université comme la nôtre pour analyser ces masses d'informations disponibles. Pour comprendre ce qui se passe, il faut avoir à l'esprit que le changement d'instrument revient aussi à changer toute la théorie sociale qui va avec. De fait, les big data créent un changement radical dans la manière dont nous devons penser la recherche. Si nous prenons l'exemple des sciences sociales, nous voyons que les big data nous offrent une capacité de collecte et d'analyse avec une ampleur, une profondeur sans précédent. Il s'agit d'un changement à la fois épistémologique et éthique qui nous oblige à reformuler des questions clés concernant la constitution du savoir, les processus de recherche, la manière dont nous devons traiter l'information, la nature et la catégorisation de la réalité elle-même. En effet, les big data ne sont pas de comptabiliser les données, elles donnent forme à la réalité qu'elles mesurent, posant ainsi les bases de nouveaux terrains, de nouvelles méthodes de connaissance, de nouvelles définitions de la vie sociale et plus généralement de nos réalités. Nous entrons dans un monde à la fois fascinant et terrifiant. Je ne vais pas développer plus avant ce sujet, mais au moment où nous nous interrogeons sur la pédagogie universitaire, il m'a semblé intéressant de rappeler que les changements qui interviennent en ce moment et qui nous concernent tant du point de vue de la recherche que de la pédagogie doivent être pris en compte dans nos réflexions. Je sais que dans le programme de cette session Vivaldi, il y a des ateliers prévus autour des réseaux sociaux. Ceux-ci, en favorisant l'émergence de big data à l'échelle de l'université, devront être suivis avec beaucoup d'attention, car en tant que communauté, mais aussi en tant qu'institution, nous aurons à les utiliser pour favoriser notre développement. Aussi paradoxal que puisse sembler cette pensée, c'est justement là le monde dans lequel nous nous apprêtons à évoluer. Et c'est le monde dans lequel évoluent déjà les jeunes que nous souhaitons former. Les e-devices, ces machines nomades ajoutées au réseau, bouleversent les comportements des jeunes face à la circulation et à l'acquisition du savoir. En effet, que dire des efforts de mémoire qui ne paraissent plus nécessaires quand à tout moment vous êtes en mesure d'accéder aux informations, de la plus simple à la plus complexe, sans effort? Comment appréhender dans ces conditions? Apprendre dans ces conditions? Qu'apprendre? Ce sentiment d'omniscience, né du prolongement en continu d'Internet dans notre quotidien, nous commençons tout juste à en prendre la mesure et à en voir les effets.
Les médecins font face à des patients qui quelquefois en savent autant qu'eux sur leur maladie. Les enseignants sont face à des élèves qui sont en mesure à tout moment de pouvoir vérifier si ce qui est écrit au tableau est vrai et traquer la moindre erreur. Les journalistes se retrouvent face à des blogueurs qui souvent informent le public mieux qu'eux ne savent le faire. Tous, patients, élèves, étudiants, tous ont le sentiment que ces accès faciles aux informations et au savoir ne nécessitent pas les efforts réalisés en leur temps par les professionnels pour les acquérir et les maîtriser. Tout est si facile aujourd'hui, tout semble si facile. C'est là que réside notre plus important défi en matière pédagogique, qu'apprendre. Que faire apprendre qui nécessite un effort de mémoire comme de volonté. Quand tout, absolument tout, dans votre quotidien, tente à faire disparaître ces deux aspects, l'effort et la volonté. Vous le voyez, nous avons devant nous un vaste chantier. Je compte donc sur vous, chers collègues, et là je m'adresse vraiment tant aux organisateurs qu'à ceux qui participeront activement à ces ateliers. Je compte donc sur vous pour prendre à bras le corps ces problématiques et nous faire des propositions très concrètes. Donc je vous souhaite vraiment un bon travail et surtout bon courage pour la réflexion qui s'en suivra. Bonne journée à vous et bon travail. Merci. Alors, comme je l'ai indiqué, malheureusement, je serai obligé de vous quitter. Je ne peux pas rester plus longtemps, mais en tout cas, je vais suivre ceci avec, de loin, mais quand même avec attention, puisque Philippe Hunel se fera un plaisir de me faire des petites synthèses régulières. Merci beaucoup. Merci, Monsieur le Président. Malheureusement, Claude Bertrand, le représentant du ministère, a raté l'avion. Donc, mais grâce aux technologies que justement vous utilisez tous les jours, ou que vous avez la volonté d'utiliser, nous allons pouvoir l'entendre via Skype, et comme nous allons quand même pouvoir avoir un peu de ces présentations, via quand même Madame Lameule, qui, elle, n'a pas raté l'avion, et qui va nous faire quand même un petit mot d'accueil avant de présenter le sujet. Donc, compris, pouvant être là, donc la MINES, je suis Geneviève Lameule, j'appartiens à l'équipe des experts de cette mission numérique pour l'enseignement supérieur qui a été créée donc au sein de la DGFiP et sur lequel Claude reviendra tout à l'heure en présentation. Nous avons voulu cette année que vous puissiez, en plus des conférences, suivre vraiment des ateliers qui ne seront pas uniquement des retours d'expérience, mais au cours desquels vous pourrez manipuler, apprendre, découvrir des approches que nous espérons que vous allez justement y adhérer et pouvoir les utiliser par la suite. Pourquoi? Parce qu'effectivement, comme nous n'avons pu le constater, nos jeunes sont très en avant dans cette pratique, je dirais pas informatique, mais bien TIS, c'est-à-dire technologie de l'information et de la communication, des enquêtes qui ont été menées ont montré que nos étudiants sont relativement bien équipés, même avec des smartphones de dernière génération. Et donc des questions se posent sur notre pratique pédagogique, est-ce qu'elle est adaptée à cette réalité de nos jeunes? Et donc l'objectif de ce séminaire, c'est vous indiquer ce qui se fait aujourd'hui, notamment en matière de réseaux sociaux, de podcasts et autres, mais surtout de participer avec vous à une réflexion qui devra déboucher sur la formation à mettre en place pour que vous puissiez demain réellement utiliser ces technologies dans vos pratiques universitaires. Est-ce que, alors, et mener une réflexion de se dire, est-ce que la formation que nous menons aujourd'hui, elle est adaptée? Si elle est adaptée, pourquoi il n'y a pas plus de personnes qui utilisent les TIS? Et comment justement faire en sorte que vous puissiez les utiliser davantage et que ça réponde à la pratique de nos étudiants. Donc, la première matinée, c'est des apports du ministère. Nous allons terminer avec une petite de l'information sur tous les outils et les services qui sont actuellement en place à l'Université des Antilles et de la Guyane pour que vous puissiez maîtriser les TIS. Et c'est pourquoi j'ai tenu notamment à ce que les directeurs adjoints du STIS soient présents sur cette table, parce que le STIS se veut justement sur tous les pôles. Donc, nous avons organisé une structure avec un directeur principal et 3 directeurs, un par pôle. Donc M. Marquisio qui est le directeur adjoint du pôle Guadeloupe, M. Auman qui est le directeur adjoint du pôle Guyane,
et M. Silpa, qui est le directeur adjoint du pôle Martinique. Et j'aurai l'occasion de revenir sur l'organisation du STIS. Donc cette première matinée avec les apports du ministère, cet après-midi ce sont des ateliers pratiques et justement pour que vous puissiez découvrir des nouveaux aspects ou confirmer des aspects que vous ne maîtrisez pas. Nous avons rajouté cette année ce que nous avons appelé un atelier labo. C'est un atelier un peu libre, ce n'est pas une présentation rigoureuse. C'est l'idée, si vous avez une difficulté, si vous voulez découvrir certains aspects, eh bien, il y aura des auditeurs du STIS, du CRI, de la bibliothèque universitaire qui seront à votre disposition pour pouvoir vous accompagner. Presque, je dirais, de l'accompagnement individuel pour que vous puissiez avoir le courage de faire ce saut numérique. Demain matin, nous avons voulu innover par rapport aux autres années parce que souvent on avait la remarque que c'était dense, qu'on ne faisait que travailler, qu'on n'avait pas le temps de découvrir autre chose. Donc nous avons essayé de joindre l'utile à l'agréable et nous vous proposons de faire les conférences de demain matin délocalisées au Centre de découverte des sciences de la Terre à Saint-Pierre. Donc normalement vous avez dû remplir la feuille pour dire si oui ou non vous montez en bus avec nous. Donc ça va vous permettre à la fois de découvrir la côte Caraïbe pour ceux qui ne la connaissent pas et de découvrir également ce fameux centre de découverte des sciences de la Terre. Demain après-midi nous retournons sur place et nous aurons les ateliers vendredi matin, c'est justement la part réflexion. C'est-à-dire c'est à vous de nous dire maintenant, par rapport à tout ce que nous avons vu, voilà ce qui nous manque pour que nous puissions faire ce saut numérique. Et après, nous allons terminer par une synthèse. Donc, je ne serai pas plus long. Je vais passer la parole en ligne à Claude Bertrand, qui va nous faire qui va nous indiquer la politique d'incitation et d'accompagnement du ministère.